dans ce Plus Actu, on commence avec la commission médicale de la CAF qui conseille un arrêt de toutes les compétitions. Dans un rapport transmis donc au comité exécutif de la CAF, eh bien, la commission médicale a conseillé l'annulation de toutes les compétitions, dont la Ligue des Champions, à cause du coronavirus. Est-ce que, à votre avis, la CAF doit écouter justement les recommandations de sa commission médicale, Roger Stéphane? Oui, bien entendu. La commission médicale fait son job, elle fait son boulot, donc elle présente le dossier tel qu'il est au comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est un très bon conseil, connaissant la situation actuelle avec la pandémie, mais ce n'est qu'un conseil, ce n'est pas une injonction. La dernière décision va revenir évidemment au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Mais sur ce qui se passe là, j'estime que cette commission a fait un bon travail parce que la situation est telle qu'en ce moment, il est bon et il est prudent de prendre des mesures sanitaires, des mesures de prévention, d'être très, très prudent par rapport aux événements sportifs qui vont peut-être reprendre sur le continent. Et là, la commission fait très bien son travail. Ruth, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ces recommandations? Oui, je suis d'accord avec lui parce que on doit faire le sport dans un environnement sain. Et puis, il faut qu'on soit tranquille dans la tête, pas penser à qui peut me contaminer. Si je l'attaque, bon, est-ce qu'il va me contaminer? Donc, pour moi, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du taekwondo? Est-ce que la fédération a décidé aussi de tout arrêter? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises? Oui, depuis mi-mars, il n'y a plus de compétition. Donc, on attend que la situation revienne dans l'ordre et puis on va... Même au plan africain, il n'y a plus rien? Plus rien. Tout est à l'arrêt? Tout est à l'arrêt. Ah, mais ça, je ne savais pas. Hein. Bon, je vais aller vers les informations. Parce que je suis un acteur aussi dans ce domaine. Voilà, je ne sais rien. On ne m'appelle pas, on ne m'avise même pas. Vous êtes mis en minorité, là. J'ai l'impression qu'on me laisse à côté. Bon, après... Et pourtant, vous êtes un grand champion. Ouais, je suis un champion. Seulement maman. Non, mais cette sortie de la commission médicale là n'est pas fortuite. On sait que le continent africain est le moins touché par cette pandémie du coronavirus, mais il y a l'Organisation mondiale de la santé qui disait que l'Afrique devrait se préparer au pire. C'est-à-dire que si on ne prend pas les dispositions qu'il faut maintenant, il y aura plus de contamination et tout. Donc, c'est à juste titre que cette commission médicale a fait cette sortie. Bon, dans tous les cas, l'OMS a émis également des réserves en Europe, mais la Bundesliga a bien repris. Donc, je dis, c'est peut-être le même phénomène qui va arriver chez nous. Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect santé, mais il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Donc, Ahmad et son équipe vont bien regarder le conseil de la commission médicale, très bien d'ailleurs, mais je pense qu'après, certaines décisions vont être prises. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une réunion qui va venir dans les 48 heures pour prendre une décision par rapport aux compétitions. Mais l'intérêt football est va peut-être jouer, va peut-être influencer un peu les prochaines décisions, mais en tout cas, c'est bien fait de la part de la commission médicale. Et effectivement, le fait d'annuler toutes ces compétitions aura un certain impact financier. Ah, mais clairement. Alors justement, parlons de ces conséquences. Si on annule tout comme ça, quelles sont les conséquences? Alors on parle de l'aspect financier. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences qu'il faudrait prévoir? C'est l'annulation des compétitions. Parce qu'on est vers la fin, là. Je pense dans l'étape des demi-finales, Ligue des champions, Coupe de la Confédération, donc annulation. Ensuite, il n'y aura pas de champion pour cette édition. À partir de ce moment, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour la saison qui vient. Donc, il y a tout un schéma à préparer par rapport à la saison qui vient. Deuxièmement, il y a un bouleversement qui va avoir par rapport aux différentes compétitions, sur la programmation des compétitions par rapport à la Confédération africaine de football. Et puis le reste, c'est bien entendu l'impact financier que tout le monde connaît. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Ça fait qu'aujourd'hui, les instances au niveau du football ont beaucoup de difficultés pour jongler avec tout ça à la fois. Et là, en ce moment, je pense que la CAF a le sommeil troublé parce qu'il va falloir prendre des décisions très, très vite. Et ça ne va pas être facile du tout pour Ahmad et son équipe. Effectivement, nous, les athlètes, on aura franchement un état physique pitoyable. Et ça va vraiment jouer sur toutes les compétitions qui vont arriver après. D'accord. Donc, il faut qu'on reprenne. Voilà, il faut qu'on reprenne. Et surtout, nous, les taekwondoïnes. Effectivement, je suis d'accord avec mon maître. Voilà. Elle est revenue à la raison. Elle est revenue à la raison, exactement. Effectivement, physiquement, ça sera très compliqué. Et actuellement, c'est très compliqué parce que je peux dire, au début de l'épidémie, bon, moi, je disais personnellement que, bon, après le stress que j'ai vécu pour la qualification,
mais ça tombe bien, je vais me reposer un peu. Mais là, en bas, dans 3 mois, mais je ne supporte plus, en fait. Comment est-ce que vous vivez justement cette période de coronavirus? Est-ce que vous continuez à vous entraîner? Est-ce que vous avez quand même une petite routine que vous faites tous les jours pour vous tenir en forme? Oui, effectivement, je m'entraîne avec mon entraîneur espagnol. On fait des vidéos d'entraînement et aussi je m'appuie aussi sur les conseils de mon médecin, docteur Eric Alangba. Voilà. Et je m'entraîne chaque jour, au moins 1 fois par jour. Et puis, mais après, c'est pour juste garder la forme, vu que là, on est dans une période d'incertitude. Donc, on ne sait pas quand est-ce que la compétition va répondre. Donc, pour mon docteur, ce n'est pas le moment de se donner à fond. C'est mieux de maintenir la forme. Et puis après... Votre entraîneur, il est espagnol? Oui, il est espagnol. Moi, je m'entraîne aussi avec mon préparateur, mon entraîneur Baolé. Lui, il est Baolé. Puis, j'ai des préparateurs mystiques, voilà, des trucs. Surtout ça. Voilà, surtout ça. Donc, on se communique spirituellement, les gars m'appellent. Et moi aussi, je réponds spirituellement. Et puis, on essaie de travailler la forme, le physique, le mental pour aller sur le terrain parce que c'est très difficile. Tu vois, esprit contre esprit, vraiment, c'est vraiment difficile. Non, je Allez, rapidement. c'est un grand champion. Vraiment. Et là, en ce moment, nous parlons Rapidement. de la situation actuelle. Mais personne ne sait, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quel sera le visage même du monde par rapport à cette pandémie. C'est ce que disait d'ailleurs le président du Comité international olympique, CIO, qui disait d'ailleurs, l'année prochaine, on ne sait même pas si on va encore organiser les JO, parce qu'on l'a déjà reporté une fois, on ne sait même pas. C'est le flou total et là, on navigue un peu à vue comme ça. C'est terrible pour les institutions, notamment celle de football. Et là, vraiment, la CAF est face à un problème terrible. Attendons de voir ce que ça va donner. Vous vous inquiétez pour les institutions? Bon, moi, j'aurais plus tendance à m'inquiéter pour les athlètes, parce que vraiment... Même pour tout le monde. Parce que s'il n'y a pas de compétition, les athlètes, ils font quoi? Pour que les athlètes aillent compétir, il faut qu'on organise des compétitions. C'est ça le gros problème. Donc la décision vient du haut pour arriver un peu plus tard aux athlètes. D'accord. Allez, on continue. Donc, ce plus d'actu, on parle de George Weah. George Weah qui est inquiet pour le football africain. Oui, invité à se prononcer sur l'impact de la crise de la Covid-19 sur le football dans le cadre d'une conférence spéciale pour Africa Sports Venture Group. L'ancien footballeur et actuel président de la République du Libéria a émis des inquiétudes quant à l'avenir du sport en Afrique. Il a déclaré ceci: « Je pense que l'avenir du sport en Afrique après la Covid-19 est sombre et qu'il n'est pas garanti de se rétablir. Certes, la santé et la relance de nos économies sont des priorités absolues, mais il est important que les fonds mondiaux qui seront levés reconnaissent l'importance sociale du sport. » Est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations de George Weah? Yellow. Je suis carrément d'accord parce que pour ce qu'on a constaté, sans la crise du coronavirus, on constatait que déjà le sport africain, ou particulièrement le football africain, était un peu plus en retard par rapport au football européen ou au sport européen. La crise du coronavirus est venue maintenant empiéter carrément sur le développement de notre football, africain ou du sport africain, parce qu'on constatait qu'il y avait l'ascension par rapport au sport africain. On a une taekwondoïne qui est là, qui commençait à gravir les échelons et tout. Mais avec cette crise du coronavirus, tout a stoppé. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de partenaires, il n'y a plus de sponsors. Donc, c'est évident que le sport africain a pris carrément un coup. Donc, il faut vraiment s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'il entend par l'importance sociale du sport? Non, je veux dire, le sport représente un vrai phénomène social aujourd'hui. Toute la société est impliquée dans l'activité sportive aujourd'hui. La preuve sur l'élection à la présidente de la Fédération de football. Tout le monde est concerné par le sujet aujourd'hui parce que le sport, ça concerne tout le monde. Mais sur ce qu'il dit, il a parfaitement raison et moi j'ai peur, exactement comme lui. Parce que le sport n'a jamais été la priorité de nos États. C'est la dernière roue du carrosse, le sport. Et là, la Covid, c'est d'abord une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique et ça devient une crise sociale. Donc, à la reprise, les priorités vont être l'économie, l'éducation, la sécurité et la santé. Mais que va devenir le sport alors? Qui d'ailleurs n'était même pas la priorité. Donc, il a parfaitement raison. Et il est en train de plaider pour que les fonds qui vont être alloués aux États par rapport à leur relance économique après la crise, qu'on n'oublie pas le sport. Sinon, ça va être la catastrophe. Il a parfaitement raison, George Weah. Et on suppose, Ruth, que vous êtes aussi d'accord, puisque vous êtes quand même une des premières concernées. Effectivement, je suis d'accord avec lui. Il a énoncé des points qui sont vrais. Et voilà, j'espère que ça va se faire. J'espère qu'ils vont penser au sport lorsqu'il y aura des fonds à donner. Parce que le sport africain, on a besoin de soutien
Voilà. Et justement, pendant cette période de Covid-19, est-ce que vous avez été soutenu par votre fédération financièrement? Parce qu'on imagine qu'être à l'arrêt, ne pas faire de compétition, ce sont des revenus qui n'existent plus non plus. Donc, est-ce qu'il y a eu quand même un soutien de la part de la fédération? À vrai dire, non. De la part de ma fédération, comme du ministère des Sports, il n'y a pas eu de soutien pour le moment. On est en train de forcer, de taper aux portes pour essayer de voir ce qu'il peut faire pour nous. Et voilà. Non, effectivement, c'est très, très difficile. C'est vraiment difficile. Je dis généralement, pour un athlète de haut niveau, l'un des éléments importants, c'est l'entourage, le travail d'équipe, avec tout le staff qu'il y a derrière. Est-ce que quand ça vous manque dans une telle période, est-ce que vous prenez un coup au moral ou alors ça vous motive davantage pour vous surpasser? Bon, déjà, en tant qu'athlète, le moral, je sais pas, je vais dire, le moral est déjà là. Quelles que soient les situations, le moral est déjà calé, est déjà bloqué. Mais c'est plutôt au niveau physique et au niveau financier. Parce qu'après, il faut vivre, il faut se nourrir. Il faut même continuer de prendre des compléments alimentaires. Donc, c'est de l'argent qui sort, mais l'argent ne rentre pas, vu qu'il n'y a pas de compétition et il n'y a pas de soutien, en fait. Donc, pour ceux qui ont des sponsors, par exemple, est-ce que dans ce type de période-là, vos sponsors vous accompagnent toujours? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils sont toujours là avec vous pour vous aider, comme vous dites là? non, bon, moi, je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas de sponsor. Jusqu'à présent, je n'ai pas de sponsor, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pour les autres. Ouais. Ah ben là, on apprend quand même. Oui, quand même, pour une numéro 1 mondial qui n'a pas de sponsor, bon, ça, c'est assez compliqué quand même. Oui. Bon, en tout cas, on aura l'occasion... Moi, j'ai un sponsor. Si vous voulez, on se passe les sponsors. Hein. Mais elle n'en a pas. C'est une femme qui vend des dégâts au quartier. Ah, ben oui. À chaque fois que je vais en compétition, elle me donne un peu de dégâts à boire. Mais alors, Mais c'est un bon sponsor aussi, sponsoring, ça. Bien sûr. Il fait la promotion de son dégât. C'est tout, c'est tout. C'est très bon. C'est Demain, tout. je vous apporte du dégât. Ça, par contre, c'est une bonne idée. Attendez, vous avez dit quoi? Du dégât. Du dégât demain? Annonce publique. Demain. Mesdames et messieurs. Mais On dira. pas dans l'émission, hein, hors antenne. Oui, mais c'est pas grave. On dira quand même si vous nous l'avez emmené ou pas. D'accord. Attention, hein, Jojo. D'accord. Allez, dernier point de ce plus d'actu. On parle de Meshak Elia. Et une grande question, quel âge a réellement Meshak Elia? Oui, d'après le journal belge La Dernière Heure, l'international congolais, Meshak Elia, officiellement né le 6 août 1997 et donc âgé de 22 ans, aurait menti sur son âge. Cette affaire trouve son origine dans la position du TP Mazembe qui conteste la date de naissance du joueur et affirme qu'il est né un an plus tôt, en 1996 donc. Et le club congolais entend ainsi prouver qu'Elia était bel et bien majeur lorsqu'il a signé un contrat de 3 ans en 2014. Alors l'enjeu, me demanderez-vous, l'enjeu est de taille pour le TP Mazembe puisqu'il influe sur le montant des indemnités auxquelles le club aura droit. Alors... encore une affaire d'âge, encore en Afrique, encore un joueur africain. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout cela? Mais lui, là même, sur la vidéo, il ressemble à quelqu'un de 30 ans. Ça n'engage que vous. 40 ans. Ça n'engage que vous, mon Jojo. On voit tous son visage. Hein. Moi, on va me donner quel âge maintenant? Moi aussi, j'ai dit tout à l'heure que j'ai 15 ans. Personne ne va me croire. Non, Pourtant, c'est la vérité. c'est possible. Ah oui. D'accord. Bon, vraiment, Bon. je veux dire, l'histoire se répète. Bon, finalement, On s'en parle de ces histoires d'âge. finalement, on va accepter cette vérité. C'était le joueur sénégalais qui avait fait Ndam. la révélation la dernière fois, Ndam. Tous les joueurs africains diminuent leur âge. Bon, on va accepter ça. Mais lui, son dossier est compliqué. Il est né officiellement en 97. Donc, il a 22 ans. Le TP Mazembe dit non, il est né en 96. Oui, mais sur quoi se base le TP Mazembe? Oui, mais parce qu'ils ont sa licence, j'arrive. Il est né en 96. Il a 23 ans. Donc, ça veut dire quand il signait le contrat avec le TP Mazembe en 2014, il avait 18 ans, il était majeur. Donc, si on le transfère, on va toucher des indemnités assez importantes. Et troisièmement, il y a un journal belge, c'est sur le dossier, fait une enquête et qui découvre que le garçon a une première licence sur laquelle il est né en 1992. Donc, il a 27 ans. Mon vieux. Ah, vous avez compris que ce dossier est terrible. Il a 3 identités. C'est un agent secret, ce garçon. il a 3 identités. Donc, le TP Mazembe défend ses intérêts en tant que club. Et comme le TP Mazembe est un club assez malin, il a certainement en main cette fameuse licence de 1992
qui nous fait dire que le garçon n'est plus né en 97, ni en 96, Alors, mais il est même né en 92. Alors, Donc c'est pour le terrible coup, en ce moment avec le garçon. J'espère que personne du TP Mazembe ne regardera l'émission ce soir parce que ça se trouve, vous leur avez donné quand même des arguments. Mais j'ai déjà vu dans la préparation de l'émission, j'ai déjà vu la licence bon, de 92 circuler. Elle est suivie de tous. Circuler sur les réseaux. Donc c'est un dossier terrible en ce moment, mais le TP Mazembe défend ses intérêts. Ça, ce club-là est en train de jouer sur ses intérêts. C'est bien ça. Yellow. Mon cher, son doigt a pété. C'est vrai. On dit, toi seul, tu as 3 identités. Cher frère, comment fais-tu ça? Ça existe ce phénomène dans le monde du taekwondo? Bon, je n'ai jamais appris ça. Oui, oui, oui. Non, Moi, j'ai non, déjà non. appris. Je n'ai jamais appris au taekwondo. Mais au football, on voit que c'est tellement difficile. Donc, un jeune homme qui a attendu ça depuis longtemps, et c'est vrai qu'on sait que tout le monde diminue son âge au football, mais bon, moi, sincèrement, j'espère que cette situation rentrera dans l'ordre et qu'il pourra vivre son rêve de... Voilà. Oui, moi j'ai déjà vu dans le taekwondo. 22 ans. J'ai déjà vu dans mon premier passage de ceinture, j'ai combattu avec un gars, j'avais 15 ans. Un gars, on m'a dit qu'il avait 15 ans aussi. Mais franchement, il m'a frappé. Moi, je me demandais quel âge il C'était pas des coups de avait. quelqu'un qui a 15 ans. C'était des coups de poing de quelqu'un de 50 ans. Quand je recevais, je me demandais si on a vraiment le même âge. Mais Parce que je connais les coups de poing des gens qui ont 15 ans. Mais ce sont surtout les équipes aussi qui participent à ça, les agents véreux, parce qu'ils demandent à ce que les joueurs diminuent leur âge pour pouvoir se faire vendre en Europe et tout. Donc il y a des clubs qui savent ça, qui achètent les joueurs, et puis quand il y a des soucis maintenant, ils font sortir des dossiers pour dire non, ton âge, c'était pas ton vrai âge et tout ça. Donc il faudrait aussi voir ces agents véreux-là, il faudrait les éviter au maximum, et puis que les clubs aussi mettent la lumière sur nos jeunes talents qui sont là, qui souffrent. C'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de publicité sur ces talents-là qu'ils veulent aller en Europe pour aller diminuer leur âge et puis souffrir comme ça. Ah, mais s'ils veulent savoir l'âge véritable du jeune homme, allez demander à sa mère. Mais le jeune homme, il dit clairement que l'âge officiel qu'il a, qui est connu par les autorités congolaises, c'est 1997. Et il campe là-dessus et le sujet est là en ce moment. Ce qu'il risque, c'est 4 à 6 mois de suspension et son club, 2 ans d'interdiction de recrutement. Donc c'est un dossier assez chaud en ce moment concernant ce joueur congolais. D'accord, très bien. Allez, on va en revenir à vous, Ruth Bagby. On a appris quelque chose quand même qui est extraordinaire, pas forcément dans le bon sens, là, grâce à vous. Vous êtes numéro 1 mondial, mais pas de sponsor. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? À vrai dire, je ne sais pas trop. Mais je peux dire, notre sport, on peut dire c'est un sport mineur. C'est vrai qu'il y a des sponsors, des équipementiers, mais pour le moment, un moment, j'étais en pourparlers avec quelques sponsors en équipementier, mais après, ça n'a pas donné grand-chose. Et aussi, je peux dire au taekwondo, normalement, par exemple au Mexique, c'est au niveau local qui sponsorise leurs athlètes. Ici, bon, ce n'est pas le cas. Alors, vous dites que les discussions n'ont pas donné grand-chose. C'est dû à quoi? Peut-être trop d'exigences de votre part? Non, même pas, même pas. Je ne suis pas exigeante, moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Après, le dossier était là à traîner, et voilà. Mais le blocage est où? Est-ce que c'est parce que la discipline n'attire pas du monde? Ou alors c'est parce que les champions africains ne vendent pas bien? C'est quoi? Parce que nous, on a du mal. Numéro 1 mondial, quand même, forcément, il doit avoir un petit sponsor derrière vous, quand même. À vrai dire, je ne sais pas. Mais je sais, par exemple, que mon coéquipier Cheikh, il a un sponsor. Et bon, après, peut-être c'est la chance aussi, hein, je ne sais pas. Ou bien c'est votre agent. Votre agent qui n'est pas efficace. Qui n'est pas efficace. Peut-être. C'est parce que vous êtes une femme? Non. Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est parce que je suis une femme. Mais peut-être que... à un moment, j'avais un agent. Bon, là, j'ai changé d'agent. Mais bon, j'espère que... Voilà. On peut se faire des passes. Hein. Moi, j'ai un agent qui est compétent. Ah oui, il est très bien. Voilà, il s'appelle Madou. Et il me trouve des contrats pas possibles avec des sponsors. Comme le contrat avec le Déguet. Ouais. En tout cas, franchement, il a travaillé. Et franchement, la femme, elle est fière de moi. Hein. Chaque fois que je passe au quartier, elle me donne. Vous n'allez pas me croire, mais c'est très bien. Aujourd'hui, quand on a quasiment tout gagné, hein, comme c'est votre cas, est-ce qu'on a encore des challenges? Est-ce que vous êtes encore motivé par
par quelque chose, après avoir tout gagné. Je n'ai pas encore tout gagné, donc la motivation est encore là. Et même si je gagne tout par la grâce de Dieu, je pense qu'il suffit de me fixer des objectifs pour que voilà, la motivation soit toujours là. Et quel est votre plus gros challenge aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ramener une médaille d'or olympique. Alors, vous avez eu la médaille de bronze au championnat au JO de Rio. C'est ça. En termes d'argent, ça représente quoi? On gagne combien quand on a une médaille de bronze? Je vais m'asseoir. Bon, déjà, au niveau international, on n'a pas eu de prime ou bien de per diem, je ne sais pas comment on dit. Et bon, au niveau national, on a tous vu ce que le président de la République a fait pour nous. Une maison, beaucoup d'argent. Oui. Ouais, mais au niveau mondial, on ne donne rien. Hein. Non, non, non. Mais il faut fondre. C'est juste une médaille? Oui, c'est juste une médaille. Au niveau Il n'y a international. pas un petit chèque qui accompagne la médaille? Non, non. Mais par contre, je crois depuis 2017, la Fédération mondiale de taekwondo a fait une nouvelle compétition, je peux dire, une nouvelle compétition, le Grand Slam, qui rapporte assez d'argent, je peux dire 70 000 $ pour le vainqueur. Donc, et vous l'avez gagné combien de fois, le Grand Slam? une fois médaillé d'or et une fois médaillé de bronze. Ah, ça fait beaucoup d'argent. Ouais, ça fait beaucoup d'argent. mais il faut fondre. À part ça, même le championnat du monde, bon, il n'y a rien en fait. 70 000 $. C'est beaucoup, hein? Non, c'est-à-dire que... Ne commencez pas à la regarder avec Ah, vos... bah oui. Voilà. On vous connaît, vous. Hein? On vous connaît, Roger Stéphane. Je pense à ma reconversion. Parce qu'il y a l'argent ailleurs. Les filles, il y a l'argent ailleurs. Il y a l'argent ailleurs. Mais c'est difficile. Ouais, Hein, il faut donner le parce coup, que là-bas. lorsqu'on entend l'argent, vous voyez comment... Même il y a des filles même qui n'aimaient pas faire certains trucs, mais tu les vois, tout le monde est motivé, donc c'est Il y a de difficile. l'argent, mais il faut songer aussi à vendre vos médailles. Aïe. Ah oui? Ou à fondre, peut-être, les Non, médailles. à vendre les médailles. À vendre aussi. Moi j'ai un oncle qui a tout vendu, ses médailles. Bon, il est ça à la maison, bon, il n'a rien, il ne mange pas ma Il les a gagnés où? Ouais, il a combattu. À Tiguaco. Non, pas à Tiguaco, il a combattu quelque part. Il m'a dit de ne pas faire trop la pub de Oui, l'endroit, je parce comprends. que c'est un endroit paradisiaque là. Ruth Bagby, aujourd'hui, qui est votre plus grand adversaire? Je peux dire l'anglaise. L'anglaise et la croate. La croate, elle est très grande de taille. Et donc, elle me fatigue beaucoup. Donc, je dois toujours garder la bonne distance, être rapide, travailler beaucoup mon cardio. Et aussi avec l'anglaise, c'est une fille qui est très dynamique. C'est quoi leur nom? L'anglaise, elle s'appelle Lorraine Williams. OK. Et la croate, je crois, c'est Mathéa Angélique. Mais c'est pourtant à Zagreb, en Croatie, que vous avez gagné la médaille d'or, ensuite Oui. à Moscou, en Russie, Oui. vous devenez numéro 1 mondial. Effectivement. Ah, mais vous l'avez battu à domicile? Non, elle a perdu en demi-finale. Ah, d'accord. Mais je crois que je l'ai gagnée au Grand Prix de Moscou, en finale. Et puis, la Britannique, je l'ai gagnée en finale au Grand Prix de Sofia, en Bulgarie. C'est comme ça que vous devenez numéro 1 mondial. Oui. Très bien. Oui. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Vous avez vu, hein, la championne numéro 1 mondiale de taekwondo, Ruth Bagby, est sur le plateau de la grande team ce soir. On est super contents, super fiers. Oui, une grande fierté hein, de la Côte d'Ivoire qui est avec nous, qui nous accompagne et qui est prête à répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez envie de savoir quelque chose la concernant, eh bien, vous allez sur la page Facebook de la 3 et elle se fera un plaisir d'y répondre. On va se retrouver, il y aura foot au féminin, il y aura sa buzz, il y aura également le débat qui concerne eh bien, les JO, hein, oui. Et pour l'instant, on est dans l'expectative que peut-être il se pourrait que les JO soient reportés, n'aient pas lieu, on ne sait pas. On va tout vous expliquer tout à l'heure et surtout, on essaiera de comprendre hein, l'impact de cette absence de JO sur la carrière et sur la saison des athlètes. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, information importante, hein, vendredi soir, sur la 3, en exclusivité, juste après la grande team, l'interview de l'ancien international français Olivier Dacour, qui répond à toutes nos questions sur sa carrière, sur le racisme dans le football et sur la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIFA. Allez, à tout de suite.